La campagne des élections législatives et régionales s'ouvre à partir de 0 heure sur toute l'étendue du territoire national, selon le nouveau calendrier revu en Conseil des ministres. Ces élections vont contribuer à élire 113 députés à l'Assemblée nationale. Ces députés seront issus d'un ensemble de 353 listes portées par 19 partis politiques, 60 groupes indépendants et 2 groupes de partis. Pour les élections régionales, elles éliront 179 conseillers régionaux. Ils sont issus de 284 listes, des partis politiques, des candidats indépendants et des groupes de partis politiques. Cependant, un changement de constitution secoue le pays. Certains participants à ces élections pensent que les nouvelles modifications sont des peaux de banane sur la route des élections. Pour protester contre les nouvelles réformes, des manifestations sont organisées. Ces manifestations correspondent au lancement de la campagne. Actuellement, ces partis politiques contestataires de la nouvelle constitution sont partagés entre lancer leur campagne et poursuivre leurs manifestations contre la nouvelle constitution. Au Togo, la saison pluvieuse devrait commencer au sud de Togo avec des précipitations normales, voire excédentaires, entre le mois de mars et juin 2024. Ce sont les dernières prévisions partagées par la météorologie d'Afrique de l'Ouest, réunie lors du Forum régional de prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la grande saison des pluies dans les pays du Golfe du Guinée. Rappelons que la présence des pluies est une bonne chose pour permettre l'évolution du secteur agricole et le sud du Togo n'est pas confronté à des risques de sécheresse. Mais force est de constater que l'abondance des pluies cause problème aux cultivateurs, y compris la population, qui est confrontée à des catastrophes naturelles et des inondations. Ainsi, pour réduire tous ces risques de catastrophes liés à ces inondations, les acteurs recommandent d'être vigilants et de maintenir la garde puisqu'on ne peut l'empêcher, mais on ne peut que se protéger contre tous ces risques de catastrophes naturelles et d'inondations. La Réunion recommande aussi que certaines populations en situation de vulnérabilité soient déplacées pour éviter des situations dramatiques. 198 millions de personnes, c'est le nombre indiqué par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui souffrent actuellement de paludisme en Afrique subsaharienne. À en croire l'organisation, la situation pourrait se révéler pire dans les prochains jours. Selon l'OMS, la construction de barrages pourrait aggraver le bilan des personnes vivant avec le paludisme. Au cours des 10 dernières années, des milliers de barrages ont été construits sur les rivières et les fleuves. Ces barrages avaient pour objectif de drainer l'eau vers les cultures, de rendre plus performants les systèmes d'électricité ou encore de pourvoir les populations en eau potable. Selon l'OMS, ces installations ont eu des conséquences non escomptées sur les populations locales, ce que souligne d'ailleurs une étude publiée dans le Malaria Journal. Selon l'étude, le paludisme et son taux de prévalence est en augmentation dans un périmètre de 9 km autour de ces barrages. Une autre étude confirme que la population des moustiques augmente autour de ces barrages. Selon l'OMS, 56 000 cas de paludisme risquent de s'ajouter aux existants juste à la fin des travaux de construction des barrages actuellement en cours en Afrique subsaharienne. Le Togo s'est engagé à stimuler la production locale et à réduire le déficit national en riz estimé à 70%. Dans cette optique, le pays a répondu à l'appel lancé par la FAO en choisissant le riz comme produit prioritaire, ce qui a conduit au lancement du projet Appui à la promotion de la filière riz au Togo. En effet, le pays vise à couvrir sa demande nationale de riz d'ici 2030 et il mobilise même les Nations Unies pour une révolution verte dans ce secteur. La filière rizicole togolaise bénéficie donc d'un soutien important et les prochaines années promettent d'être radieuses. Malgré une demande intérieure croissante, la production locale de riz ne couvre actuellement que environ 30% des besoins, laissant ainsi un grand potentiel de croissance pour le secteur.
Dans ce sens, les programmes de formation et d'accompagnement des agriculteurs ont été lancés pour améliorer les techniques de culture du riz, augmenter les rendements et garantir une meilleure qualité des récoltes. Des incitations financières et des subventions sont également offertes aux producteurs pour les encourager à investir dans la filière risicole. Par ailleurs, des partenariats publics-privés sont développés pour moderniser les infrastructures agricoles, faciliter l'accès aux intrants agricoles et aux équipements modernes, ainsi que pour promouvoir la transformation locale du riz afin d'ajouter de la valeur à la chaîne de production. Cette dynamique positive contribue non seulement à renforcer la sécurité alimentaire au Togo en augmentant la production nationale de riz, mais aussi à créer des opportunités économiques pour les agriculteurs locaux et à réduire la dépendance aux importations. La République centrafricaine est confrontée à une augmentation alarmante de la violence basée sur le genre. Selon des habitants et des associations locales, les auteurs présumés vont des bandits locaux au casque bleu de l'ONU, en passant par les membres du groupe paramilitaire russe Wagner. J'ai travaillé dans une résidence où vivait un officier de la MINUSCA. Une nuit, il est venu et il m'a violée. C'était une expérience atroce et je me suis tournée vers mon pasteur. Il m'a conseillé de beaucoup prier et de ne pas poursuivre mon bourreau, car il craignait que je perde mon emploi. Alors j'ai écouté mon pasteur et j'ai gardé le silence. Depuis 2020, les cas de violence basés sur le genre ont grimpé de 9200 à près de 25 500 selon l'ONU et ses partenaires. Le conflit, la fragilité judiciaire et la stigmatisation des victimes aggraveraient ce phénomène. Aujourd'hui, avec les crises qui se succèdent, nous on s'est rendu compte que les cas de viol continuent d'augmenter. Et je crois qu'aujourd'hui nous devons faire des efforts pour essayer de couvrir aussi les autres villes de la RCA qui ne sont pas couvertes par notre organisation, parce que c'est à travers nos interventions que nous essayons de toucher ces personnes qui sont éloignées des zones où il y a des juridictions. Comme cette association Médecins sans frontières accompagnant les survivantes explique aussi que la plupart n'osent pas se manifester faute d'assistance locale. Nous avons constaté que des patients viennent de très loin. Certains parcourent plus de 130 km, ce qui, dans un pays comme la RCA, peut être un voyage difficile en raison du mauvais état des routes. Nous avons aussi observé des patients qui ne sollicitent de l'aide que des années après l'agression. La nouvelle constitution de la République centrafricaine a intégré des mesures pour contrer cette menace, stipulant que les autorités doivent lutter contre toute forme de violence envers les femmes. Les documents relatifs à la déclaration de patrimoine de l'ancien président du Libéria, George Weah, ont été divulgués au public sans son consentement, ce qui a suscité une enquête de la part de la Chambre des représentants du pays. Selon la législation du Libéria, lors de leur entrée en fonction, tous les hauts fonctionnaires, y compris les présidents, doivent déclarer leurs biens à la commission anticorruption. Bien que l'objectif de cette disposition soit d'éviter les conflits d'intérêts et la constitution illégale de richesses, les déclarations ne sont généralement pas destinées à être rendues publiques. Pour l'heure, le ou les responsables de cette fuite n'ont pas encore été identifiés, mais les législateurs ont convoqué des hauts responsables de la commission anticorruption, à savoir la présidente exécutive actuelle Alexandra Zoé, ainsi que son prédécesseur Clamartin. Tous deux doivent comparaître devant la Chambre des représentants mardi prochain. Le gouvernement éthiopien a récemment annoncé le développement du tout premier système d'enregistrement des violences sexuelles dans le pays, prévu pour être opérationnel dès l'année prochaine.
Cette initiative vise à lutter contre les violences sexuelles à l'encontre des femmes et des filles, un problème majeur en Éthiopie où la poursuite des auteurs de ces actes demeure un défi. Selon une étude réalisée en 2016, 23% des femmes éthiopiennes ont été victimes de violences physiques, tandis que 10% ont subi des violences sexuelles. Néanmoins, en raison de la sous-estimation de ces incidents, ces données pourraient être largement sous-évaluées. Avec un budget financé par diverses institutions à hauteur d'environ 176 000 $, ce registre permettra de tenir les délinquants sexuels responsables de leurs actes, même après avoir purgé leur peine. Il interdira également aux délinquants sexuels enregistrés d'exercer dans des milieux sensibles comme les écoles et les orphelinats. Au Kenya, les fortes pluies ont provoqué des inondations dans plusieurs régions du pays. Selon les médias locaux, le bilan de ces derniers jours s'élève à 11 morts, avec plus de 2000 personnes déplacées. Nous avons des personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays, qui n'ont pas d'endroit où se sentir chez eux, pas de toit sur la tête. Leurs terres agricoles ont été submergées. Nous parlons également de taux élevés de conflits entre la faune et la flore. Je parle de la menace des hippopotames qui maraudent au sein de la communauté, cherchant des pâturages parce que leurs pâturages ont été submergés. C'est vraiment une menace pour la communauté et cela provoque beaucoup d'insécurité. Le service météorologique du Kenya a averti que le pays allait connaître de très fortes précipitations et a demandé à la population de se préparer aux inondations. Les inondations ont causé des destructions partout. Certaines maisons ont été démolies, les rizières détruites et certaines personnes ne peuvent pas rentrer chez elles et ont choisi de s'installer ailleurs à cause de la pluie. On ne peut pas faire la différence entre une route et une rizière, tout est détruit. Le gouvernement avait lancé lundi une alerte aux inondations pour les habitants des comtés de Tana River et de Lamu après qu'un barrage a été rompu par les inondations. Mardi, 51 passagers ont été secourus après que le bus dans lequel ils voyageaient a été emporté par les eaux. Le Soudan du Sud est en course contre la montre pour achever sa transition démocratique pacifique en organisant ses premières élections nationales en décembre 2024. Le défi est de mettre en place le cadre technique, logistique, opérationnel et politique d'une campagne électorale acceptable par tous. L'adoption du code de conduite arrive à un moment critique alors que le Soudan du Sud se prépare aux élections de décembre, qui auront lieu dans à peine 9 mois. Un code de conduite pour les partis politiques est un ingrédient essentiel pour les élections pacifiques, car il aidera les partis à délimiter les conduites inacceptables et interdites et garantira la responsabilité des actions qui ne sont pas conformes aux attentes. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a récemment soutenu un forum de discussion organisé par le Conseil des partis politiques reconstitués du Soudan du Sud. UNMISS and other stakeholders. La MINUS et les autres parties prenantes nous encouragent à soutenir ce processus, dans la mesure où nous sommes ici pour voir aujourd'hui ce code de conduite être validé. On that note, I wish to congratulate you. Je tiens à féliciter les partis qui ont accompli ces tâches. Having gone through this task, which I believe, ce que je trouve merveilleux, car cela prend en compte les intérêts du peuple sud-soudanais. Into account the interests of the South Sudanese people. Ces élections seront le premier scrutin dans le pays depuis son indépendance du Soudan en 2011.